Pierre Bédier, bonjour. Bonjour. Est-ce que le président d'un département qui comprend la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat est un président de département fier? Oui, parce que c'est historique. À ma connaissance, dans aucun département de France, cette configuration s'est trouvée. Alors on avait déjà eu des premiers ministres, des présidents de groupe. On en a d'ailleurs à nouveau un président de groupe, enfin une plus exactement, mais deux présidents des deux assemblées délibérantes, non, ça c'est unique en Yvelines, unique en France. Alors on va revenir un petit peu sur les résultats des élections législatives. D'abord dans ce département, vous avez commenté ce résultat en disant au fond, on voit bien que l'électorat de la droite traditionnelle a voté pour les candidats macronistes en grande partie. Et vous-même, au moment de la désignation des candidats de LR, vous avez dit, bon, je vais suivre les consignes de mon mouvement, mais on sentait que vous auriez préféré peut-être que passer déjà un accord avec la majorité présidentielle. Est-ce que vous pensez que vous avez raté peut-être, en suivant ces consignes de LR, vous avez raté peut-être une occasion de sauver une ou deux circonscriptions ? Oh, très probablement, oui. C'est comme ça. Hein. Et ensuite, les partis politiques ont besoin de discipline et la démocratie a besoin de partis politiques, ce que nos concitoyens ne comprennent pas toujours. Leur rôle est d'ailleurs inscrit dans la Constitution, c'est l'article 4. Il concourt à l'expression du suffrage universel. Donc, mon parti ne le souhaitait pas, donc j'ai respecté les consignes, mais j'étais partisan, effectivement, d'une négociation comme on l'avait eue dans le département des Yvelines au moment des élections départementales, puisque nous sommes une majorité plurielle, et ça nous a permis non seulement de remporter un grand succès, mais c'est pas ça l'important, mais de bien montrer qu'il y avait une communauté de vues pour gérer une grande collectivité. Et c'était, pour bien gérer une grande collectivité, c'était ça pour moi l'essentiel. Et je suis toujours, mais ça sera peut-être une question plus tard, partisan de toute façon de la discussion. On ne peut pas laisser la France partir à volo. La situation est d'une extrême gravité. Je ne sais pas si nos concitoyens en sont bien conscients. Et que, sans aller jusqu'à l'Union nationale, je pense qu'il faut qu'il y ait une majorité, une opposition, mais que cette opposition doit être responsable, enfin du moins en ce qui concerne les Républicains, c'est-à-dire ma formation politique. Alors on y reviendra peut-être tout à l'heure sur le plan de la politique nationale, mais c'est vrai qu'il y a deux circonscriptions, justement, où il y avait les deux sortants LR, Philippe Bennassaya et Michel Vialet, la 11e et la 8e circonscription, qui sont allés à la NUPES. S'il y avait peut-être eu une candidature commune, on sait peut-être que la NUPES n'aurait peut-être pas remporté ces élections. Enfin, en tout cas, il y avait une chance qu'elle ne les remporte pas. Probablement. On ne peut jamais réécrire le match, mais très probablement. Après, c'est vrai que dans ces deux circonscriptions, le résultat ne m'a pas surpris. Ce sont les deux circonscriptions qui, historiquement, sont de gauche. Et que par cette grande alliance de la gauche, appelée NUPES, donc vous prononcez le S, donc je le prononce comme vous. Mais je suis originaire du Gers, donc on a l'habitude de prononcer les S. Et donc la NUPES, qui a créé une dynamique de gauche, a fort logiquement récupéré les deux circonscriptions qui sont le plus à gauche. Dans notre histoire, depuis que ces circonscriptions existent, donc depuis 1988, chaque fois qu'il y a eu une poussée de gauche, ces deux circonscriptions ont été à gauche. Oui, elles suivent aussi souvent les tendances nationales. Enfin, il y a un petit peu de ça. C'était largement une élection nationale. Et les facteurs locaux pèsent de moins en moins dans les élections nationales. Oui, c'est dans les Yvelines, les deux circonscriptions qui sont le plus... C'est logique, c'est logique, il n'y a rien de surprenant. Ce qui est assez intéressant, c'est que ce sont aussi des circonscriptions dans lesquelles il y a des quartiers de la politique de la ville, que ce soit à Trappes, que ce soit à Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville. Et on voit que dans ces quartiers, les candidats de l'UPS ont fait des gros scores. 78% à Trappes, plus de 60% à Mantes. Est-ce que la droite et les macronistes ont raté quelque chose dans cette campagne ou dans cette élection ?
Oui, autrement on ne l'aurait pas perdu dans des proportions pareilles. Mais là aussi, il y a une certaine logique. Les quartiers d'habitat populaire, traditionnellement, votent plutôt à gauche. Ce sont des sociologies dont l'orientation à gauche est très ancienne. Donc il y a sans doute une grande cohérence. J'ajouterais un deuxième aspect, c'est qu'il y a beaucoup de musulmans dans ces quartiers. Alors on parle tout de suite de vote communautaire, etc. Je me méfie de ces phrases stigmatisantes, mais c'est vrai que les candidats NUPES ont donné le sentiment de ne pas être simplement préoccupés par la question de l'identité religieuse. Et que nous avons aujourd'hui en France l'empoison qui, à mon avis, est mauvais pour la société française, de ce que j'appelle, moi, l'identitarisme. L'identité française, elle est difficile à définir parce qu'elle est multiple, elle est diverse, elle est variée. Elle s'est construite depuis des siècles et des siècles, pour pas dire plus d'un millénaire. Donc, ça a très probablement aussi joué dans le vote. Je connais des gens de confession musulmane, qui sont pas du tout de gauche, encore moins d'extrême gauche, mais qui ont voté NUPES parce qu'ils avaient le sentiment qu'ils pouvaient ainsi faire passer un message anti-islamophobie. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que c'est souvent des quartiers où il y a une abstention assez forte, et là, on a noté, même entre les deux tours, une mobilisation assez importante dans ces quartiers. Une mobilisation qui a été favorable à la NUPES, probablement, d'ailleurs. Très favorable. Alors, il y a eu aussi un autre aspect de ce que j'ai pu entendre. Il y a eu aussi une mobilisation très anti-ministre de l'Intérieur, très anti-Darmanin, très anti-police après les événements du Stade de France. Alors, pas forcément toujours pour les mêmes raisons, mais le sentiment dans ces quartiers, parce que ça c'est un des grands sujets quand même à mon avis de la République, dans ces quartiers, la police est perçue de façon exclusivement négative. Et donc, je pense qu'il y a un travail considérable à faire de la police, mais des élus aussi et de l'État, pour faire que la police apparaisse pour ce qu'elle est, un pilier de la République. On a absolument besoin de police, c'est elle qui fait respecter la loi. Et pour ce faire, je pense qu'il ne serait pas inutile d'essayer de faire un rapprochement entre les habitants de ces quartiers et les policiers, parce que, donc on a vu à l'occasion de cette élection que le foutoir du Stade de France, et ce qui est apparu comme la mauvaise foi du ministre de l'Intérieur, eh bien ça a créé une espèce de dynamique et de dynamique mobilisatrice. Vous-même, vous êtes beaucoup intéressé à ces quartiers, vous Oui. étiez maire de Mantes. Bon. Est-ce qu'au fond, il n'y a pas une erreur, justement, peut-être en insistant sur cet identitarisme, enfin, de la droite, de laisser, au fond, ces quartiers à la gauche? Ou est-ce que c'était plus compliqué que ça? Oui, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais alors, moi, je suis vraiment convaincu que il faut que ça fait partie à mon avis, de la réforme. Je ne sais pas si c'est le mot exact d'ailleurs, réforme que les Républicains doivent faire, c'est de se mettre au clair sur un certain nombre de points de doctrine. Et en particulier, il faut clarifier ces affaires d'identité. Et de dimension religieuse. Nous sommes une république laïque. La droite, historiquement, la droite légitimiste, était hostile à la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905. Aujourd'hui, la droite est entièrement ralliée à cette vision laïque de la société. Donc, il faut en tirer quand même clairement les enseignements et bien réfléchir posément, calmement, même si ce sont des sujets un peu explosifs et des sujets pas simples, mais avec une approche humaniste, je pense qu'on doit pouvoir aborder ces sujets et mettre au clair nos doctrines pour comprendre bien que, encore une fois, la France a de multiples identités et qu'avec l'histoire, ces identités, certaines se renforcent, d'autres s'affaiblissent. La France est un corps vivant et tout ça est tout à fait normal. Et pas confondre toujours les musulmans, les islamistes, etc. Exactement, oui. Et aujourd'hui,
Et puis, alors, c'est vrai que les questions migratoires sont des questions dont on a finalement assez peu parlé dans la campagne, alors qu'elles sont très importantes. Comment faire la position qui consiste à dire il faut contrôler nos frontières, c'est oui, et il faudrait que le soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est. C'est impossible de mettre un policier tous les mètres aux frontières. Donc, pourquoi cette immigration? Et comment peut-on faire pour que cette immigration ne soit pas cette créatrice d'injustice, de douleur, de drames humains, de part et d'autre? Je suis totalement convaincu que, quelles que soient les difficultés économiques que nous puissions rencontrer, si nous ne sommes pas capables d'aider au développement des parties du monde d'où vient cette immigration économique et bientôt climatique, on ne pourra pas l'empêcher. Absolument. Alors, on va revenir aux autres circonscriptions, les 10 circonscriptions dans lesquelles il y a des élus ou macronistes ou modem, enfin, qui sont des circonscriptions relativement de droite, enfin qui sont de droite traditionnellement, relativement bourgeoises. Est-ce que justement ça dit quelque chose du macronisme, le fait qu'il soit élu dans ces circonscriptions? Est-ce que au fond le macronisme ne penche pas un peu plus à droite qu'à gauche, quoi? Vous qui êtes très jeune, vous n'avez sans doute pas connu René Raymond, qui avait défini les trois droites. Donc, la droite légitimiste, la droite bonapartiste et la droite orléaniste. Dans les Yvelines, l'électorat de droite est largement orléaniste, c'est-à-dire c'est une droite libérale en matière économique et plutôt européenne, assez ouverte sur les questions sociétales. Et c'est la majorité de la droite. Et c'est vrai que cet électorat-là se retrouve plus dans Emmanuel Macron qu'il ne s'est retrouvé dans Valérie Pécresse, et que ce mouvement avait déjà été entamé au moment des précédentes élections législatives de 2017. Donc, c'est largement lié à la personnalité d'Emmanuel Macron. Donc, ça n'est pas définitif, puisque, comme chacun le sait, le président Macron entame son second et donc dernier mandat. C'est désormais la règle constitutionnelle. Donc je pense que les choses reviendront après, les rivières respectives de la gauche et de la droite regagneront leur lit, mais en l'état actuel, oui, il y a eu cette droite orléaniste qui s'est retrouvée dans ce président dont la gauche l'accuse d'être trop à droite, mais bon, ça c'est... voilà. C'est peut-être donc pas totalement faux. Avec une nouveauté quand même aussi dans la 9e circonscription, et notamment dans les petites communes rurales, la force du Rassemblement national avec, pour la première fois, au fond, un candidat du Rassemblement national au deuxième tour. Alors, je ne suis pas sûr que ça soit pour la première fois, je suis même certain du contraire, parce que la première fois que j'ai été élu député en 1993, tout ça date, cher Patrice, j'avais été élu, non pas dans une triangulaire, j'avais été élu en 1993 face à un candidat Front National. Dans la 8e circonscription des Yvelines, on a déjà eu, nous, des élections départementales, des élections même parfois municipales où on était face au Front National au deuxième tour, donc ça n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est l'ampleur. C'est l'ampleur, alors pas dans les Yvelines, nous avons échappé à un député Front National, mais en France, on se retrouve avec un groupe, pour la première fois de notre histoire, le groupe Front National est plus puissant que le groupe de ma propre famille politique. Donc, ça nous interroge. On ne peut pas faire comme si s'était pas passé quelque chose. On a vraiment intérêt à changer, à mettre au clair, je l'ai évoqué tout à l'heure, nos positions sur un certain nombre de sujets, pour les assumer très clairement. Et puis on a sans doute aussi intérêt à changer les visages qui incarnent ces idées. Bah justement, il y a eu des nouveaux visages. C'est Carl Olive, alors, qui devient député, qui vote vice-président au conseil départemental. Charles Rodwell, qui est un jeune... C'est bien ce renouvellement, justement... des figures politiques, au fond. Oui, il ne faut pas sombrer dans le jeunisme, mais il faut être bien lucide sur le fait que le renouvellement est nécessaire. Tout corps social a besoin de se renouveler, et donc les élus eux-mêmes. Alors vous avez dit au soir du premier tour, au fond, qu'il y avait eu un échec, ce qui est vrai pour LR, et que vous assumeriez la présidence de votre fédération jusqu'à la désignation du nouveau président de LR, enfin national. Ça veut dire, ça a été interprété parfois comme l'idée que vous alliez céder cette présidence de LR?
Je souhaite ne pas poursuivre ma mission parce que je considère qu'il faut justement des visages nouveaux. Et je ne peux pas dire qu'il faut des visages nouveaux et ne pas m'impliquer dans cette rénovation-là et m'impliquer personnellement. Donc oui, je pense qu'il faut un nouveau président de LR qui viendra avec d'autres idées et qui sera en harmonie avec le nouveau président. Donc tout ça doit se passer, ça n'est pas une désertion, hein. Tout ça doit se passer comme un passage de flambeau, un passage de témoin. Alors, venons-en à la politique nationale. C'est vrai qu'on voit que LR est un peu divisé entre... il y a les députés qui disent non, on ne pactisera pas avec le pouvoir en place. Et puis, un certain nombre d'élus qui disent au contraire, non, on ne va pas laisser se propager une crise qui pourrait être une crise institutionnelle. Et ça, c'est intéressant parce qu'au fond, si on regarde, ceux qui sont plutôt contre la participation, ce sont les députés, les élus nationaux. Ceux qui sont plutôt pour un accord possible, ce sont, comme vous, des présidents de région, des maires. Est-ce qu'il n'y a pas, au fond, une coupure de la politique, justement, entre ceux qui exercent le pouvoir local et les autres qui sont peut-être un peu plus coupés des réalités Votre remarque est extrêmement juste, Patrice. Et je pense que tant que nous ne reviendrons pas sur cette mauvaise loi de suppression du cumul des mandats, nous aurons une divergence croissante entre les élus nationaux et les élus locaux, alors qu'ils procèdent normalement de la même sanctification du suffrage universel. Et donc, il n'y en a pas une catégorie qui a raison, une catégorie qui a tort. Et lorsque on peut cumuler les deux, j'ai été cumulard, ce mot si vilain, ça permet effectivement de nourrir son travail national, de son expérience locale, et de pouvoir prendre des décisions nationales qui vont profiter à l'échelon local. Donc l'arrêt de ça a été un très mauvais coup porté à la République et au fonctionnement de l'État républicain. Donc c'est comme ça. J'espère encore une fois qu'on y reviendra. Toujours est-il que oui, localement, nous sommes habitués à passer des compromis qui ne sont pas des compromissions, selon l'expression désormais à la mode. Heureusement qu'on travaille ensemble. En République, si on ne travaille pas ensemble, si on est ennemis les uns des autres, c'est la guerre civile. Et cet esprit de guerre civile est très dangereux pour le pays, surtout alors que les périls intérieurs, les périls extérieurs n'ont jamais été aussi forts. Donc oui, bien sûr, il faut, et je plaide pour cette collaboration, il faut. Alors le mot en plus collaboration il est connoté très négativement, mais il faut travailler ensemble. Après, ma doctrine, c'est pas de participation, collaboration, compromis, mais pas participation, de façon à ne pas envoyer l'image de gens, selon l'expression triviale, qui vont à la gamelle. Je trouve que ces débauchages individuels sont une très mauvaise chose et le camp majoritaire a eu tort de procéder à ces tentatives, ou à ces succès d'ailleurs, de débauchage individuel, parce que ça ne donne pas une bonne image de la politique, ça renvoie encore nos concitoyens à ce sentiment que la politique c'est un truc pas bien, pas propre, mais il faut bien entendu un travail en commun. Il faut qu'il y ait qu'on vote des projets de loi gouvernementaux, il faut que le gouvernement accepte des propositions de loi venant du groupe LR, il faut coproduire, c'était Jean-François Copé, mon ami Jean-François Copé qui avait inventé ce terme de coproduction législative à une autre époque, puisqu'il y avait une majorité présidentielle qui correspondait peu ou prou à la majorité parlementaire, mais Jean-François Copé avait voulu cette coproduction en disant la Ve République ne peut pas durablement être un système où le chef décide de tout. C'était pas du tout la vision du général de Gaulle lorsqu'il crée cette cinquième République. Il faut que le pouvoir lui-même soit pas détenu par un seul homme, autrement c'est la thrombose, et il faut naturellement un certain équilibre entre les pouvoirs présidentiels et législatifs, entre l'exécutif et le législatif. Alors, on parle beaucoup de crise institutionnelle, du fait qu'il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, mais est-ce que c'est aussi grave que les commentaires le disent? Est-ce que, justement, il ne faut pas apprendre une pratique politique qui est celle du compromis, de la négociation?
Est-ce que c'est si grave que ça d'apprendre ça finalement? Enfin, on a l'impression que... Non et oui. Non, ça n'est pas si grave. Oui, il faut apprendre cette culture du compromis, de la discussion. On est plus intelligent à deux que tout seul. Ce qui serait grave, c'est en effet, comme vous le disiez, dans un moment où les difficultés, la guerre, les difficultés économiques, la crise financière peut-être, les problèmes énergétiques s'accumulent. Exactement. De tout bloquer, quoi. On ne peut pas se permettre de recommencer une campagne dans la campagne. Il faut que le pays avance, il faut prendre des décisions qui sont parfois compliquées, douloureuses. Le temps de la démagogie n'est plus possible, il n'y a plus d'argent. Donc, on ne peut pas distribuer ce qu'on n'a pas. Et il va y avoir... Et la question de la dette va se poser... Vous avez parlé de toutes les crises, il y en a une qui est l'ultime, c'est la crise sociale. Je travaille sur la question des charges payées par les locataires en logement social avec l'explosion des coûts de l'énergie. Je ne sais pas comment on va faire. Les gens les plus modestes, je ne sais pas comment ils vont réussir à payer ces augmentations de charges. Vous avez une augmentation du coût de l'énergie qui est de plus de 100%. Les sociétés ou les offices qui détiennent des logements sociaux sont incapables d'absorber ce choc sans le répercuter sur les locataires. Et les locataires sont les plus fragiles et les plus pauvres. Ils ont déjà du mal à payer les charges telles qu'elles existent. Comment va-t-on faire? Donc, et vous avez une réponse ou un début de réponse? Non, je n'ai pas de réponse. Et les réponses que nous avons ne sont que des réponses de moyen terme. Oui. Parce qu'il faut effectivement changer notre façon de produire l'énergie, de consommer, etc. Alors peut-être qu'il va falloir le faire à court terme. Peut-être qu'une des solutions va être, c'est pas une annonce, mais c'est une piste de baisser la température dans les appartements. Peut-être qu'il va falloir qu'on s'habitue, lorsqu'on rentre chez nous le soir, à passer un pull. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à éclairer nos villes et nos villages toute la nuit? Je ne sais pas. Je n'ai pas les réponses. Ce que je sais, c'est que l'explosion, c'est hallucinant, on n'a jamais connu ça, l'explosion des coûts de l'énergie ne va pas être sans conséquence sur notre vie quotidienne. La vie quotidienne déjà. On va terminer cette interview par un... On va revenir à quelque chose de plus local, mais qui vous a tenu à cœur. Il y a eu une élection municipale à Mantes-la-Jolie. Il y avait eu la démission du maire Raphaël Cogniet, qui avait été mis en minorité par son conseil municipal. Vous avez soutenu un autre candidat, qui était M. Santini. Finalement, Raphaël Cogniet a été réélu au premier tour. Vous avez dit, l'électeur a toujours raison, mais on sentait qu'il avait raison, mais ça vous peinait un peu. Bah oui, puisque j'étais même sur la liste de M. Santini. Donc, Quelle conclusion vous avez tirée de cet épisode? Bon, c'est un peu tôt pour tirer des conclusions définitives. D'abord, la première conclusion, c'est que je n'ai pas su, moi, expliquer pourquoi M. Cogniet n'était pas adapté à gérer la ville de Mantes alors qu'il avait été mis en place par une majorité dont je faisais partie. Donc c'est d'abord un défaut de communication, de pédagogie, donc c'est une faute personnelle. Ensuite, ça n'a fait que confirmer ce que je pensais déjà depuis un certain temps, c'est qu'il y a un moment où le personnel politique doit se renouveler, c'est un phénomène naturel, et ce moment était arrivé, voilà, donc c'est la vie, c'est ainsi, ça n'est pas toujours plaisant, mais il faut savoir bien entendu l'accepter. Donc ce que je crains beaucoup, c'est que, ayant découvert moi-même les défauts qui, de mon point de vue, rendaient inapte à la fonction M. Cogniet, je crains que les Mantais, et c'était ce que mon tweet sous-entendait, je crains que les Mantais le découvrent aussi, car je ne pense pas m'être trompé sur ce sujet. Je serais très heureux si je me suis trompé sur ce sujet, parce que j'ai aimé passionnément être maire de Mantes, cette ville est importante pour moi, et si les électeurs se sont trompés, comme je le crains, ça sera douloureux, et donc ça sera extrêmement douloureux pour moi aussi, et donc très contrariant. J'ai l'impression que vous regardez un peu la vie politique avec du recul maintenant, un peu comme vous regardiez. Je suis plus proche de la sortie que de l'entrée, mon cher Patrice. C'est la vie, ça aussi. Ce que j'ai appris,
de la vie politique me donne toujours autant envie. Mais ce que je vois qu'elle est devenue, parfois un peu tasse cette envie, c'est vrai. Parce que d'abord, la judiciarisation, la violence. La violence, la multiplication aussi des embûches, dès qu'on a un projet. Et ça sera à mon avis la crise de la démocratie locale. La prochaine crise de la démocratie locale, elle est liée au fait que lorsque vous êtes élu, le temps démocratique de 6 ans est incompatible avec le temps administratif qui va au-delà de 6 ans. Donc vous ne pouvez pas lancer un projet impopulaire au début, mais qui est nécessaire, sans prendre, non pas le risque, sans avoir la quasi-certitude d'être battu. Et quel est l'homme politique qui va prendre des décisions pour être battu? Il n'existe, à mon avis, ni à gauche, ni à droite, ni au centre, ni dans le sexe féminin, ni dans le sexe masculin. On est élu, on espère être réélu. C'est la logique même du système. Et donc, le problème, c'est ce temps administratif qui est devenu simplification nécessaire. délirant. Ah oui. Simplification nécessaire, puis il faut arrêter de multiplier les rapports préalables, les enquêtes, les machins, les trucs, les bidules. C'est quand on prend une décision, agissons. Et pendant ce temps-là, le reste du monde avance, et il avance plus vite que nous. Donc ça nous amène à faire du surplace. Et on ne peut pas se plaindre d'avoir une croissance insuffisante, on ne peut pas se plaindre de voir l'émergence de la pauvreté sans bien comprendre que c'est d'abord ce surplace, cette paralysie de la France qui est en cause. Et donc je suis parfois un peu là, je l'avoue, de voir ces fils qui nous embobinent et qui nous empêchent d'avancer au service de l'intérêt général, au service de nos concitoyens. Merci beaucoup. Merci à vous.